Avoir l'ADN du commerce. En tout cas, si on n'a pas une base de commerce, il ne faut pas être timide. Parce que l'appétence à aller voir les gens, ça ne s'invente pas. Alors souvent, on nous dit des associations, ça ne marche jamais. C'est pas terrible, vous allez échouer. L'association, elle fonctionne quand on a la même vision de l'argent et la même vision du développement. Bonjour à toutes et à tous. Il y a des concepts qui séduisent par le marketing et puis il y a des concepts qui s'imposent parce qu'ils résolvent un vrai problème mieux que les autres. Dans l'aventure franchise, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs qui n'ont pas seulement eu la bonne idée, mais qui ont su transformer un modèle transmissible, car au fond, la franchise, c'est l'art de convertir un savoir-faire en opportunité pour d'autres entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous rencontrons justement un concept bâti sur une expertise rare. J'ai le plaisir d'accueillir le fondateur, le cofondateur de Waouh Débosselage, Yannick Philibert, qui évolue dans un métier de passion, le débosselage sans peinture, un savoir-faire technique qui permet de réparer une carrosserie sans repeindre, sans remplacer plus rapidement, plus proprement, économiquement, une solution efficace pour tous les automobilistes. Bref, un modèle rentable pour des entrepreneurs de terrain et un réseau qui compte déjà 14 franchisés en activité. Structurer, transmettre, accélérer son développement, c'est cette étape clé, celle d'un réseau déjà lancé, qui s'apprête à changer d'échelle, que nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Comment transformer un savoir-faire technique en réseau performant. Former des franchisés sur un métier pointu, comment animer et faire grandir une communauté de 14 entrepreneurs indépendants, et demain, certainement bien plus. Et quelle vision pour Waouh qu'il serait à déployer à grande échelle. Bienvenue dans l'aventure franchise. J'ai le plaisir d'accueillir Yannick Philibert. Yannick, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bien Yannick, commençons par le début. Comment est venue l'idée de Waouh Débosselage ? Alors c'est une idée qui est sortie pas d'un tour de table ni d'un apéritif. C'est une idée qui est sortie de notre expertise, de notre expérience. En l'occurrence, on est des anciens débosseleurs d'une grande entreprise qui était développée sur l'ensemble du réseau français. Et on a des potes qui sont partis et qui se sont développés en franchise. Et donc vu que c'est nos grands frères, et je peux les citer, c'est Extreme Color, on s'est simplement calqué sur eux. C'est eux qui ont eu la bonne idée au tout début. Mais ça partait du constat qui était assez simple. On était une somme de salariés sur l'ensemble de la France. Et c'est quand même pas si simple de gérer des salariés à distance. Le fait d'être entrepreneur, ça facilite la vie puisqu'on est déjà tous indépendants et que on a l'intérêt de travailler et puis de s'investir. Je dis pas que c'était pas le cas en tant que salarié, mais en tout cas, ça aide un peu moins. Et donc le constat a été simple pour eux. Et je pense que si Jerry Large était là, il me contredirait pas. Le développement en franchise paraissait évident. Donc c'est ce qui a apporté ce déclic, où vous êtes dit la franchise. Quels avantages la franchise vraiment concrets apporte en plus qu'un développement propre pour vous ? Alors si vous-même vous êtes candidat à la franchise, abonnez-vous au podcast L'Aventure Franchise, où toutes les semaines nous découvrons une nouvelle enseigne et peut-être votre futur projet. Alors pour nous, le développement en franchise, ça permet justement d'avoir des entrepreneurs plutôt que des salariés. Le développement en propre, ça nous oblige à avoir une gestion des ressources humaines qui reste quand même plus délicat. Nous, on est basé sur la région lyonnaise, on a un concessionnaire qui est sur la région de Rennes. On n'a pas les mêmes contacts quand on est à Lyon ou qu'on est à Rennes. Donc le fait qu'il soit lui indépendant et que tous les matins il se booste en se disant faut que j'aille travailler puisque j'ai une nécessité à faire vivre une entreprise et puis mon développement personnel, etc. Ça nous semblait évident de le faire en franchise. Voilà la raison pour laquelle on s'est développé en réseau de franchise. Très bien. Si tu devais nommer me donner 3 mots pour l'ADN de Waouh, ça serait lesquels ? C'est quoi qui reflète l'ADN de Waouh ? Alors l'ADN premier, je pense que c'est la passion avant tout. On a un métier passion. Alors tous les métiers sont normalement liés à une passion, ou en tout cas j'espère beaucoup, puisque c'est quand même la grande majorité de notre temps est dédié à notre travail. Mais le métier du débosselage sans peinture est particulièrement passionnant parce que on arrive à faire grâce à nos outils et grâce à nos mains des choses qui sont d'une qualité proche de l'origine. Et le fait qu'il n'y ait pas d'ajout de peinture ou qu'il n'y ait pas d'ajout de mastic pour entre guillemets, camoufler une réparation, nous on est sans filet. Donc c'est vrai qu'on se trouve vite passionné. En général, quand on est jeune débosseleur, on devient un peu pénible parce que la moindre petite bosse, on a envie de la faire. Et en général, quand on a nos copains qui viennent boire l'apéritif à la maison, faut pas qu'ils laissent trop traîner la voiture parce que sinon on a vite tendance à se dire cette bosse, je vais te la faire, quoi. Voilà. Donc c'est avant tout passion. Voilà. Passion, entrepreneuriat. Là, c'est lié au fait que nous, on reviendra certainement plus tard, mais on commercialise un département. Donc c'est
avant tout des entrepreneurs. Donc nous, on a vraiment dans notre ADN l'entrepreneuriat. Et on a fait 1000 choses avec Alexandre et Victor, qui sont mes 2 associés historiques. Donc passion, entrepreneuriat et j'aurais presque envie de dire travail. Parce que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est la valeur travail. Et d'autant plus quand on est entrepreneur, on est sans filet. Voilà. Donc il faut absolument travailler, il faut se lever le matin. Il n'y a personne qui va vous appeler pour vous dire lève-toi. Même si on a un animateur franchise, on ne peut pas considérer un entrepreneur comme un salarié. Donc on n'a pas la prérogative de devoir lui dire va travailler. Donc je dirais passion, je dirais donc entrepreneuriat et je dirais travail. Eh bien, ça nous va bien. Pour ceux qui découvrent le concept Waouh, comment tu pourrais décrire le concept, comment tu pourrais transmettre à nos auditeurs la connaissance de Waouh? Alors, Waouh, le concept, il est relativement simple. On a un métier ambulant. On travaille chez les clients, donc en général en B2B. Et on vient réparer les véhicules, en général avant la restitution, soit en fin de leasing, soit au moment où il y a une reprise de véhicule avant de la vendre. Donc on va la remettre en état, donc tous les petits coups du quotidien. Les petits coups de porte, les petits coups de caddie, les petits coups de marron, éventuellement les petites grêles. Et donc on a une tournée et on vient réparer ces véhicules en concession en règle générale. Très bien. Qu'est-ce qui te différencie sur le marché? Qu'est-ce qu'apporte en plus Waouh? Par rapport à d'autres franchises dans le même concept, Oui. je dirais alors, ça serait péjoratif peut-être de dire la qualité, puisque je pense que nos concurrents ont aussi des qualités. On se porte en général sur des marchés qui sont un peu différents. Moi, je dis qualité parce qu'on se limite volontairement à une certaine quantité de concessionnaires par an. On veut pouvoir maîtriser la qualité de notre formation. On a une formation de 7 semaines minimum, dans laquelle on arrête la quantité de techniciens à 2. Voilà. On veut 2 franchisés, enfin 2 concessionnaires maximum, parce que ça permet d'avoir une vraie proximité et de ne pas diluer l'attention. Quand on a un formateur qui est présent pour 10 techniciens ou pour 2 techniciens, il n'apporte pas la même attention. C'est vrai. Donc c'est la raison pour laquelle on se bloque à 2, et même en termes de développement, on ne veut pas en faire trop dans l'année, puisque pour nous, ce serait contre-productif. On ne pourrait pas être suffisamment à leur écoute, pas suffisamment présents dans leur stratégie de développement, ou même parfois techniquement, puisqu'on a validé une formation à la fin des 7 semaines, mais on peut avoir un petit trou à un moment, on peut aussi avoir quelques oublis, et donc on est aussi là pour ça. Donc si on en implante 10 dans la même année, pour nous, ça serait trop dilué. Alors on a quand même une certaine chance, c'est que les 3 dirigeants, donc les 3 fondateurs de la franchise, on est tous les 3 des bosseleurs sans peinture, d'expérience. Donc je retiens bien le mot expérience, parce qu'on a plus de 20 ans d'expérience chacun. Moi j'ai commencé le débosselage, ça devait être en 2001 je crois, quelque chose comme ça, Alexandre aussi, Victor un peu plus tard, mais en cumulé, on a plus de 20 ans d'expérience chacun, et notre formateur qui est dédié a également une vingtaine d'années de débosselage. Donc il y a de nous 4, on commence à avoir pas mal d'anecdotes et pas mal de technicité à donner. Et je crois savoir que toi-même, tu as été formateur au début de ta carrière et pendant très longtemps. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'au sein de la tête de réseau, vous avez une vraie complémentarité. Oui. Entre toi, Alex et Victor, vous êtes très très complémentaires. Et le franchisé va trouver à peu près toutes les compétences chez vous 3, maintenant 4 avec le formateur. C'est ce qui fait probablement aussi la force d'un réseau qui a plusieurs associés. Alors souvent on nous dit des associations, ça marche jamais, c'est pas terrible, vous allez échouer. L'association, elle fonctionne quand on a la même vision de l'argent et la même vision du développement. En l'occurrence, nous, on a des visions qui sont complètement liées. Et notre complémentarité, elle se fait dans la technicité, dans le fait d'avoir aussi quelqu'un qui a un cursus de vente, qui est Victor. Alexandre est beaucoup plus cartésien, lui, il est beaucoup plus dans le développement de l'administratif et des process, etc. Moi, je suis plus dans la formation et dans les idées un peu loufoques. Donc, on a tous notre petit plus à rajouter dans l'escarcelle. Alors tu l'as dit, vous êtes tous les 3 ici du terrain, c'est-à-dire que vous étiez technicien pendant de longues années. Comment vous avez finalement vécu ce passage de technicien à tête de réseau? Alors il est paradoxalement, il est simple et en même temps il est difficile. Il est simple parce que c'est le goût de l'entrepreneuriat qui nous a fait nous développer en réseau de franchise. Et il est simple parce qu'on était relativement sûr de nous. J'ai bien relativement, parce qu'on n'est jamais certain à 100%, mais en tout cas, on était sûr, puisqu'on avait développé un secteur pendant 2 ans pour être sûr de commercialiser quelque chose qui est rémunérateur et qui est viable. Donc on était quasiment certain que ça allait fonctionner. Et il est difficile parce que c'est notre bébé. Donc à partir du moment où on y met ses tripes et qu'on y met un investissement personnel sans fin,
bah, c'est un petit morceau de nous qui part à chaque fois qu'on a aussi un concessionnaire qui nous fait confiance et qu'on libère. Donc bah, on lui fait une totale confiance parce qu'on l'a emmené au bout d'un processus de formation et au bout d'un processus administratif, aussi au bout d'un processus humain. Donc on avait des certitudes, mais il y a toujours une petite crainte que son bébé soit un peu malmené parfois. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. Et là, je m'adresse à la tête de réseau. Comment faire, d'après toi, durer une relation franchisé-franchiseur dans le temps? C'est quoi les ingrédients importants? Ne pas mentir. Oui. La franchise est toujours un bon moteur. Pour moi, d'ailleurs dans l'entrepreneuriat en général, sans forcément parler systématiquement de la concession ou de la franchise, le fait d'être justement franc avec les gens et de leur dire quand c'est bien et quand c'est pas bien, normalement, on installe un climat de confiance. On félicite quand c'est bien, on tape un peu sur les doigts quand c'est moins bien. Et il faut qu'il y ait une vraie... moi, j'ai souvent... c'est ce que je dis pendant les réunions d'information. Si j'ai plaisir à avoir... En tout cas, si j'ai envie de venir manger avec toi, je pense que ça va bien se passer. Parce que humainement, déjà, on se rapproche. Il faut essayer de faire en sorte d'avoir des gens, pas qui nous ressemblent, parce que c'est dans la diversité qu'on arrive à avoir justement des petits trucs en plus que les autres n'ont pas. Mais le fait d'avoir une vraie confiance, le fait d'avoir une vraie chaleur humaine et d'être présents les uns pour les autres, c'est la solidarité qui fait que ça marche. Et moi, je pense que c'est cette valeur humaine-là, elle doit être au centre de tout. Et j'espère qu'elle est au centre de notre entreprise. Alors, de manière physique constante, parce qu'on a des gens régulièrement au téléphone. Mais j'espère que par nos actes aussi, ils pourraient témoigner, en tout cas. Bon, on sent de toute façon que la valeur humaine, c'est au centre de toutes vos valeurs. Quand on écoute tout ça. C'est quoi la journée type d'un franchisé Waouh? Alors quand il se lève le matin et on va dire un mois type, une semaine type. Un mois type, une semaine type. Voilà. Allez, on peut dire une journée type. Oui. Ça fonctionnera très bien. Une journée type, une fois qu'on a mis son réveil, on évite de snoozer le réveil pendant 5-6 fois. Ça évitera qu'on arrive en retard. En gros, on a une tournée qui est préétablie. L'idée, c'est un peu ça. On va être le lundi matin, par exemple, chez Renault, à 8h. À 9h30, on va être chez Peugeot, je vais en citer 3, comme ça on n'aura pas de problème. Et à 11h, on va chez Citroën. Citer 3 acteurs français. On essaie de faire claquer le cocorico. Et une fois on s'est rendu chez ces clients-là et qu'on a répondu à leurs demandes, donc qui sont des petits coups de porte du quotidien, qui peuvent être aussi de la rénovation de sièges ou de la rénovation de cuir, on va passer à l'aspect commercial. Si on a terminé notre tournée qui est prédéfinie, on va tourner un petit peu dans le reste de la région pour essayer de capter du nouveau client. Et puis pourquoi pas en fin de journée répondre à quelques urgences, parce que ça peut arriver, parfois des impondérables. Les vendeurs de voitures qui sont nos interlocuteurs directs peuvent parfois oublier des choses. Et dans ces cas-là, on revient les voir, puisque le service est quand même au milieu de tout en général. On a oublié de dire quelque chose d'important, c'est qu'au métier principal de débosselage s'ajoute la rénovation des sièges, etc. Exactement. Une demande aussi importante chez les concessionnaires. Alors c'est assez historique dans notre métier, le métier de débosseleur sans peinture, 10 secteurs, parce qu'on a 2 familles. On a la famille du secteur, donc ce qu'on commercialise nous avec la franchise Wahoo, et on a une autre partie qui est la grêle. Donc on ne va pas forcément trop aborder le sujet aujourd'hui, mais ces deux segments-là, historiquement, dans le métier du technicien secteur débosseleur sans peinture, il y a toujours eu la réparation des cuirs et des tissus, la rénovation également, pourquoi pas des pare-brises quand il y a un petit impact ou quelque chose comme ça. On a un peu moins de demandes maintenant là-dessus, mais on a tous ces petits métiers qui sont un peu parallèles. Nous, en tout cas, on essaye de ne pas développer plus de métiers que ça. Pour nous, ça serait trop dilué. Notre métier premier, c'est le débosselage sans peinture, et c'est une vraie expertise. Donc si on ne veut pas diluer notre expertise, justement, on ne va pas faire de la rénovation de jantes, on ne va pas faire de ces choses-là. Pour ça, il y a des franchises qui sont très bien établies et qui sont très forts, il faut leur laisser faire. Et nous, on est vraiment spécialisé que dans le débosselage sans peinture et ces petits métiers parallèles qui sont vraiment des métiers de service. Yannick, tu as parlé d'une formation de 7 semaines très complète, limitée à 2 personnes, très peu de personnes. Mais je crois savoir que vous avez une assistance au démarrage et vous allez plus loin, c'est-à-dire que vous aidez sur son secteur le franchisé à démarrer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, à l'issue des 7 semaines, on libère le technicien, mais c'est quand même soumis à examen. Donc nous, toutes les semaines, on s'astreint à avoir un examen de fin de semaine.
Toutes les semaines, on valide les acquis de la semaine d'avant. Étant agréé Calliope, on a quand même quelques process qui sont un peu obligatoires. Et nous, on a rajouté des process par-dessus parce qu'on veut être sûr que notre formation est bonne. À l'issue de cette formation de cette semaine, effectivement, on a 2 semaines d'accompagnement terrain. Alors, ça va être 2 semaines qui vont probablement être découpées. Elles ne seront pas forcément systématiquement dans la continuité parce que ça va dépendre du besoin, ça va dépendre de la localité. On s'adapte. Voilà, notre métier est un métier de caméléon, que ce soit en tant que franchiseur et tête de réseau, qu'en étant entrepreneur et en étant franchisé. On doit s'adapter tout le temps. Il faut avoir vraiment cette intelligence situationnelle-là. Donc on s'adapte et pendant 2 semaines, on vient accompagner le futur concessionnaire ou le concessionnaire dans les démarches commerciales, dans la démarche organisationnelle, également, pourquoi pas, dans des petits renforts techniques, parce que ça peut arriver qu'il a un petit oubli, auquel cas on vient le corriger tout de suite. Mais on n'est pas limité à 7 semaines de formation, ni limité à 2 semaines d'accompagnement. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre concessionnaire réussisse. Donc, s'il y a besoin de mettre plus que 7 semaines, ça nous est déjà arrivé, tout le monde ne progresse pas de la même manière. C'est là l'intelligence du formateur, et c'est là où le métier de formateur doit rentrer en ligne de compte. On adapte chacune de nos formations à nos candidats. Il y a des candidats, il faut qu'on soit un peu plus rentre-dedans, d'autres qu'il faut être un peu plus dans l'empathie, d'autres faut aller vite parce qu'ils s'ennuient, d'autres faut aller doucement. Bon. Et ben, c'est un peu la même chose avec l'accompagnement. Il y en a qui percutent plus vite que d'autres, et puis il y en a qui ont des localités qui sont plus faciles que d'autres aussi. Donc on accompagne plus, le cas échéant. Voilà. Donc formation, 7 semaines minimum, tant mieux. Si c'est plus, c'est pas grave. Tu ne seras pas forcément plus mauvais parce que tu as eu 9 semaines de formation. Tu as juste été plus lent dans ton apprentissage et c'est pas grave. Donc là, on insiste vraiment là-dessus, c'est pas grave. On continuera tant que tu n'es pas prêt. Parce que ce serait contre-productif de lâcher quelqu'un si derrière il ne fait pas du bon travail. Nous, ce qu'il faut absolument qu'on ait une qualité de travail irréprochable. C'est notre ADN en tant que Wahoo maison mère. On est reconnu dans la France entière comme étant des bons techniciens. On ne peut pas se permettre de laisser partir quelqu'un qui ne sera pas bon. Donc, on fait en sorte qu'il soit bon. Et pareil dans l'accompagnement. On est là. En effet, c'est l'image de marque de Wahoo. Alors justement, concernant le profil du candidat, quel profil type, est-ce que vous avez un profil type déjà, et si oui, quel est le profil idéal? Alors on a un profil type, oui, profil type, je dirais la quarantaine, si on veut parler un peu d'âge. Il n'y a pas vraiment, comme dirait Mbappé, tu ne me parles pas d'âge. Oui, on peut être très, très mature à 20 et on peut être immature à 40 ans. On sait qu'entre 30 et 40, on est très souvent un peu pris par ses activités familiales. On arrive autour de 35-40 ans, on commence à avoir un petit besoin peut-être de reconversion. Et en général, on a plutôt des quadras qui viennent nous voir, voire des quinquas. Donc dans l'âge, on serait plutôt entre 40 et 50. On a rarement des candidats qui viennent plus jeunes. C'est arrivé, on a un candidat qui a signé sur la région parisienne, qui est très jeune et qui est d'une maturité sans nom. Donc ça se passe super bien. Donc en termes d'âge, je dirais 40-50. En termes de qualité humaine, il faut absolument avoir l'ADN du commerce. En tout cas, si on n'a pas une base de commerce, il ne faut pas être timide. Parce que l'appétence à aller voir les gens, ça ne s'invente pas. Moi, je peux t'apprendre un métier. Donc si tu n'es pas bricoleur, effectivement, si tu as déjà du mal à planter un clou, il faut peut-être éviter de faire un métier trop manuel. Maintenant, si on n'est pas trop empoté avec ses doigts, la technicité, j'arriverai toujours à lui donner. Ça prendra plus de temps, mais un métier, ça s'apprend. Par contre, si tu es basketteur, si tu veux être basketteur et que tu fais 1m20, ça va être compliqué pour moi de te faire grandir. C'est la même chose avec le caractère. Le caractère, si tu es timide et renfrogné, compliqué d'aller voir le matin et de se lever le matin en se disant « il faut que j'aille taper aux portes ». C'est intrinsèque. Voilà, là on rentre dans l'ADN de la personne et c'est compliqué. Alors on peut faire évoluer un peu, mais il ne faut pas que ce soit une souffrance. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre candidat et notre futur concessionnaire, ils soient à l'aise avec son métier. Et en étant à l'aise avec ton métier, tu te lèves le matin, c'est pas un travail. Tu te lèves avec la passion et l'envie. Si tous les matins, tu te lèves en te disant « oh là là, comment je vais faire, il faut que j'aille taper à la porte de telle concession et je ne sais pas comment faire parce que ça me fait peur », c'est pas fait pour toi. On a un métier de service et service, ça veut dire qu'il faut aller voir les gens. Voilà. Est-ce qu'il faut venir du domaine pour être franchisé chez Wahoo? Non, pas du tout. Ça aide forcément un peu le domaine de l'automobile. Si on a été carrossier peintre avant, effectivement, ça facilite un peu la vie. Ça ne va pas faciliter la vie dans la démarche du débosselage sans peinture et dans l'apprentissage du métier. Par contre, ça va faciliter la vie dans les petits démontages du quotidien. On a très peu de démontages dans notre métier, mais le peu qu'on a à faire, c'est bien si on a déjà des petites techniques. Si on ne les a pas, ça s'acquiert très vite. On ne fait pas décoller des fusées, on n'est pas à la NASA, c'est très simple. C'est les voitures, ce qu'on démonte nous, on ne rentre pas dans les méandres de l'automobile. Ça reste que des choses qui sont simples. Donc non, il n'y a pas d'obligation à être du métier. Pour dire mon expérience personnelle, la personne qui, moi, m'a appris le métier
en tout cas me l'a montré, parce que moi je suis autodidacte complet, j'ai pas eu de formation, je me suis formé sur le tas. C'était un maçon à la base. Ah oui. Alors certains vont certainement réagir, vu qu'on est sur Internet, il s'est fait former par un maçon. Non, il était maçon, il était extrêmement fort, et il est encore extrêmement fort, il travaille encore. Très bien. Est-ce que tu as connu des franchisés qui ont dépassé toutes les attentes? Et selon toi, quelles étaient leurs recettes pour le faire? Est-ce que tu as été surpris par leur dépassement de chiffres? Et finalement, à quoi c'est dû? Alors on a deux personnes que j'ai en tête là. Une qui est notre premier franchisé, Samuel. Je pense qu'on peut citer. Il se reconnaîtra comme ça. C'est le premier à nous avoir fait confiance en plus, donc il est d'autant plus dans nos cœurs que je dis pas que les autres ne le sont pas, mais c'est notre premier, quoi. Donc c'est toujours un peu différent. Lui, il dépasse les chiffres année après année. Alors il a beaucoup de chance, il est sur un secteur qui est gréligène. Alors même si la grêle ne fait pas partie du concept, quand ça grêle chez vous, forcément vous allez en faire. Donc en termes de chiffre d'affaires, c'est exponentiel dès qu'on a un peu de grêle. Donc c'est vrai que quand on est sur un secteur géographique et un département qui est gréligène, ça aide un peu pour les chiffres d'affaires, on va pas se mentir. Donc lui, année après année, il dépasse systématiquement ses objectifs. Pas parce qu'il a plus de grêle, mais parce qu'il est de plus en plus compétent. J'espère qu'on l'accompagne encore. On l'a accompagné cette année sur la campagne de grêle pour organiser le travail, etc. Donc on a Samuel qui est un candidat, pas un candidat, mais un concessionnaire qui est vraiment en développement. Et on a un autre franchisé, Rudy, qui lui est dans un département qui est plus compliqué, qui est plus rural, qui n'a pas beaucoup de grêle, et qui fait des chiffres d'affaires qui sont plus que cohérents vis-à-vis de son potentiel. Il a vraiment exploité son potentiel en intégralité. On l'a d'ailleurs mis en valeur cette année au moment de notre séminaire. On n'a pas mis en valeur le plus gros chiffre d'affaires, sinon c'est souvent Samuel qui va remporter l'Oscar. Et on a mis en valeur plutôt l'abnégation, le don de soi, la valeur travail. Tous les autres franchisés travaillent. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, M. Cohen. mais en tout cas, il a vraiment... il s'investit, quoi. Il s'investit. Parfait. Alors, si on parlait un petit peu investissement, tu as parlé d'investissement personnel, mais l'investissement financier, c'est quoi les grandes conditions pour accéder au concept Wahoo? Alors, on a un prix de base qui est relativement peu élevé. On est autour d'une 50aine de milliers d'euros. L'investissement correspond à l'achat du matériel, correspond à la formation et correspond à l'habillage du véhicule. Voilà, donc c'est assez léger. C'est une des entreprises qui ne coûte pas très cher. Pour se créer en tant que franchisé Wahoo, ça ne demande pas des sommes astronomiques. C'est assez facilement finançable par les banques, puisqu'il y a peu de risques. Une fois qu'on a fini d'amortir son matériel, on a quasiment terminé. Donc on va dire qu'on a un bon rapport vis-à-vis des marges. On a une marge qui est autour de 95%, je pense, donc c'est plutôt pas mal. Et comment tu vois l'évolution de ton propre métier d'ici 4-5 ans? Déjà, ça ne sera pas prisé par l'IA, je ne pense pas. Donc ça, c'est un avantage en ce moment vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui ferait que ton métier va évoluer favorablement? C'est quoi les principales critères qui vont faire que ça va évoluer? Je pense qu'il y a quand même l'aspect écologique, malgré tout. Ça a été un argument qui a été usé et abusé, même, je dirais, pendant plusieurs années avec les débosseleurs sans peinture. Pour tout dire, au tout début, quand on s'est créé avec Victor, on était 2 associés et notre entreprise s'appelait Impact Écosystème. Ah oui, oui. Donc on était vraiment dans l'écologie. Surfer sur la vague. Ouais, on surfait sur la vague. Mais je pense que là, on est quand même dans une période où on le voit bien, le monde change. L'écologie, je pense que ça peut. L'IA, un petit peu quand même. Alors ça ne va pas nous remplacer techniquement. Il n'y a pas un robot qui va faire notre métier. Mais en tout cas, dans l'expertise peut-être. Dans l'expertise et dans l'état des lieux des véhicules. Je prends pour exemple, il y a des portiques maintenant qui existent pour expertiser les véhicules grêlés et ils sont exploités également par certaines concessions ou par certains loueurs de voitures. Un portique est à l'entrée de l'atelier, les voitures passent dessous, sont scannées et donc on détecte l'intégralité des bosses. Donc c'est quand même une évolution. C'est pas une évolution technique, pratico-pratique, ça va pas nous remplacer, mais par contre dans l'analyse du besoin de tel ou tel véhicule, ça peut aider. Je crois que vous avez développé également votre propre CRM, votre propre outil de facturation avec prise de photos, etc. Donc vous avez aussi un trait développement que vous mettez à disposition de vos franchisés. Ouais. Ça, alors, je te coupe la parole, Jean-Luc. Je t'en prie. Le RP ou le CRM, c'est un investissement constant. C'est pas un investissement à un instant T. Faut bien avoir conscience que le CRM, il doit évoluer au fur et à mesure
de l'évolution du réseau de franchise et aussi des retours que peuvent nous faire les concessionnaires sur le terrain. Nous, on le fait évoluer une fois par an sur des petites évolutions que vous nous rapportez le terrain, un bouton à un endroit, une petite phrase préécrite, voilà, des petites choses. Et on a des gros changements, là, en l'occurrence, on va avoir la facturation dématérialisée, il faut qu'on fasse évoluer notre logiciel. Donc nous, vu que c'est un logiciel qu'on met à disposition et qui fait partie des royalties générales, c'est pas quelque chose qu'on surfacture. Nous, tu as tes royalties et dans tes royalties, il y a tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient impacter directement la maison mère, mais pas du tout la région de concession. D'accord, très bien. Où c'est que vous voyez vous êtes à l'origine d'une belle success qui a débuté, et dans 3-5 ans, à quel rythme de développement vous voulez souscrire, où c'est que vous vous projetez à 3-5 ans? Alors on se projette, pour revenir un petit peu sur ce qu'on commercialise, nous on commercialise des départements. Donc c'est assez important, parce que le département, c'est une grande zone géographique. Et donc, qui dit grande zone géographique, si on veut l'exploiter, il faut avoir le goût de l'entrepreneuriat. Donc nous, ce qu'on a envie, c'est de ne pas forcément se développer avec 40-50 franchisés. Ça ne nous intéresse pas, parce qu'on a quand même un recul sur le métier. Depuis maintenant plusieurs années, on se rend compte que la France est quand même essentiellement rurale. Donc il y a des zones en France où le débosselage sans peinture restera compliqué à implanter, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de clients. Si on a 2 clients sur une localité et que les 2 clients sont déjà potes avec le débosseleur local, on ne va jamais le déloger, c'est impossible. Donc il y a des endroits où on ne pourra pas aller. Par contre, le fait d'avoir une vingtaine de franchisés, ça n'empêche pas que ces franchisés-là, une fois être établis et une fois qu'ils seront suffisamment développés et qu'ils auront une expertise du métier, ils pourront reprendre des salariés éventuellement sur leur zone géographique. Je prends un exemple d'un département X, il développe le département tout seul, après il peut se faire remplacer par 1, 2, 3 techniciens. Pourquoi pas reprendre un département qui sera limitrophe et continuer à avancer comme ça. Donc on laisse la chance aussi aux concessionnaires d'avoir ce goût de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que nous qui sommes entrepreneurs, on aime bien que nos concessionnaires le soient aussi. Voilà. Très bien, tout à votre honneur. Et donc, quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur qui souhaite se lancer en franchise ou qui hésite? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Dans ma franchise ou de manière générale? D'une manière générale. D'une manière générale, il faut se méfier des franchises qui, si je reprends un exemple et une image, la franchise qui te donne du poisson plutôt que de te donner une canne à pêche. Si je prends cet exemple. Ta façon d'imager les choses, tu le sais. Des fois, les images, ça marche bien. J'aime pas trop quand on promet des grandes choses en disant on va t'apporter du travail, etc. La valeur travail, quand on est entrepreneur, elle doit venir de soi-même. On ne doit pas attendre. On a des conseils, on ne refait pas les mêmes erreurs que la maison mère, puisqu'on est en franchise. Donc la maison mère est là normalement pour vous assister. Si je reprends l'exemple un peu parlant de Jean-Luc Cohen, ici présent, la franchise, c'est l'entrepreneuriat assisté. Et je pense que c'est la vérité. Donc si je devais donner un conseil, plutôt s'éloigner des réseaux de franchise qui vous promettent monts et merveilles avec de l'apport business. On apporte un concept, on apporte une image, on apporte une valeur métier, mais c'est quand même malgré tout à soi-même de se faire. Voilà. Et le fait de se faire, il y a un danger. Et qui dit danger, dit abnégation, qui dit danger, dit investissement personnel. Si quand tu vas te coucher le soir, tu es 100% tranquille parce que tu sais que la maison mère va te donner un joli petit mérou pour que tu manges le soir, on a percé un petit peu à côté de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ça doit être du risque. Et c'est parce que c'est risqué et que on y met un petit peu son âme que ça marche. Un risque partagé pour le franchisé et le franchiseur, parce que le franchiseur, on l'oublie souvent, mais prend aussi un risque à prendre un nouveau franchisé, parce que c'est un risque constant. Et d'un autre côté, un futur franchiseur qui hésiterait à se lancer et à développer son concept en franchise, quel conseil tu pourrais lui donner ou pour qu'il puisse le faire ou pas le faire? Alors, le conseil que je pourrais lui donner, c'est de bien se faire accompagner. D'être bien conseillé. Dans ce cadre-là, là, je suis avec Framboise, donc forcément, je vais parler de Framboise. Mais le fait de bien modéliser son concept. La modélisation, c'est un moment qui est vraiment important parce que c'est aussi le moment où, avec Framboise, on va déterminer si c'est viable ou pas viable, si c'est développable ou pas. Je ne sais pas si c'est très français, développable, mais en tout cas, si on va pouvoir se développer sur l'ensemble de la France avec un réseau de franchise. Donc, il faut bien se faire accompagner. Il ne faut pas être pressé, je pense. Il faut essayer d'être un peu tranquille. La vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, on y va tranquille. On prend son temps et on se fait accompagner convenablement. On regarde bien ses contrats aussi. L'aspect contractuel, elle est très souvent
un peu mal prise par les gens. On est en France et le contrat, quand on se rapproche du contrat, même au fur et à mesure de la vie d'un entrepreneur, quand on parle de contrat, des fois c'est un peu crispant. Mais il faut absolument bien se mettre sur le contrat parce que l'entrée, elle est jolie. Elle est toujours jolie, l'entrée. La sortie, des fois, elle est moins jolie. Et donc, il faut que les deux parties soient bien protégées. Pour qu'un contrat et qu'un partenariat de business se passe bien, il faut absolument que le contrat soit bien ficelé. Donc, je dirais un bon accompagnement avec un réseau de modélisation de franchise comme pourrait l'être Framboise et un très bon avocat, quoi, pour être sûr de bien cadrer le truc. Et après, une fois qu'on est cadré, on peut se lancer, quoi. Ouais. Mais tu as raison, la franchise c'est un PAX et on se PAX pendant 5 ou 7 ans avec un franchiseur ou un franchisé selon. Très bien, et pour terminer, est-ce que tu as au cours de toutes ces belles années une anecdote à nous raconter concernant ton métier ou l'entrepreneuriat en règle générale? Une anecdote croustillante. Par rapport à l'entrepreneuriat, j'en aurais des dizaines, le podcast ne suffirait pas, parce qu'on est quand même 3 à avoir eu des aventures diverses et variées, en plus en ayant traversé la France 1000 fois. Je dirais que je vais me rapprocher de la franchise quand même, et des séminaires. Donc dans les séminaires, on le sait, c'est toujours des moments, en général, c'est plutôt joyeux, voire très joyeux, et même s'il ne faut pas, certains abusent un peu de l'alcool. Et je ne vais pas citer son nom, mais on fait un séminaire l'année dernière, il y a 2 ans, et puis il y avait les franchisés, puis il y avait mes collaboratrices, etc. Et donc ils rentrent, moi j'étais pas présent, mais on me l'a raconté, on rentre de boîte de nuit, un peu éméché je pense, et donc le portail de l'hôtel est fermé. Donc certains se disent on va téléphoner, comment on va faire, appelle la réception, ça répond pas tout de suite, c'est un peu compliqué, c'est tard, hein. Bien imaginer que c'est tard. Et donc cette personne sportive, plutôt dans la fleur de l'âge, dit je vais escalader le portail. Et puis bien sapé, hein. Beau garçon, vêtements à la mode, une veste qui coûte un petit peu d'argent. Il monte sur le truc, donc sur le petit portail, et puis il y avait des petits pics en haut du portail. Et au moment de descendre, le petit pic, il a accroché sa veste, qu'il l'a déchiré en intégralité. Et en fait, il s'est pas rendu compte, mais la grande majorité de la troupe avait trouvé un trou dans le grillage et l'attendait déjà de l'autre côté. Et donc en voulant faire le malin, il a déchiré sa veste, il est resté un peu pendu, on aurait dit un jambon. Et donc tout le monde était mort de rire forcément. Donc c'est une anecdote qui est plutôt rigolote quand on l'a vécu. Moi je l'ai pas vécu et pourtant elle m'a fait rire. Donc j'imagine bien que ceux qui l'ont vécu ont dû bien rigoler. En tout cas, ça synthétise bien le fait que la franchise, c'est aussi une famille avec des moments plus durs, des moments de rigolade, etc. Et les séminaires en sont la preuve. Yannick, je te remercie beaucoup. J'étais très heureux de présenter Waouh Débosselage et on se donne rendez-vous à 3-5 ans pour voir l'évolution. Quand vous voulez, Monsieur Cohen. Merci. Merci.